Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers. Alors si on partait à leur rencontre? Aujourd'hui, je reçois Claire Ribouillard qui est déléguée générale. Alors Claire est tombée dans la marmite toute petite. Passionnée d'entrepreneuriat et d'économie territoriale, elle a fait toute sa carrière dans le milieu associatif. C'est un milieu finalement qu'on connaît très peu et dont on a, je dois dire, très souvent une vision simpliste. Et pourtant, il existe autant de formes d'associations que de formes d'entreprises, et donc autant de contextes différents dans lesquels doivent exercer les délégués généraux. Entrepreneurs, managers, directeurs généraux, salariés tout court, écoutez bien cet épisode parce que je vous assure que les délégués généraux ont appris depuis des années à utiliser des techniques managériales que le milieu lucratif envie. On y parlera notamment de qualités interpersonnelles, de soft skills nécessaires pour manager les équipes pour la plupart bénévoles. Ce management non hiérarchique tellement spécifique exige des qualités de leadership, d'influence, de diplomatie, d'ouverture et d'écoute active. Car tous les jours, vous devez apprendre à embarquer les équipes, parler un langage universel et leur communiquer le sens de leur action, agir sur l'envie et révéler la zone de génie de chacun des membres. C'est aussi depuis des années le terrain privilégié de l'expérimentation, la co-construction et du management participatif tant à la mode dans les entreprises. On y apprend aussi à faire beaucoup avec souvent peu de moyens et ça aussi, ça pourrait nous être très utile de comprendre comment. Bref, autant de choses que le monde associatif pourrait inspirer au monde lucratif. J'ai découvert un très beau métier, représenté avec beaucoup d'enthousiasme par Claire. Alors si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, avec un petit bonus 5 étoiles sur Apple Podcast, et le partager aussi à votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute de la première partie de cet épisode. Bonjour Claire. Bonjour Julie. Alors je suis ravie de te recevoir. Et je profite de cette petite introduction pour remercier Laura et Gaëlle du collectif Podcast Mania que j'ai rejoint il y a plusieurs mois et qui nous ont permis de rentrer en relation toutes les deux. Alors Claire, tu exerces un métier peu connu, enfin tout du moins, en tout cas de moi, et qui semble de façon un peu caricaturale et basique, encore une fois je mets des pincettes, très éloigné en fait du monde de l'entreprise. Ça pouvait être la vision que je pouvais en avoir. Et pourtant, on en a déjà discuté un petit peu toutes les deux et pas tant que cela, voire même c'est extrêmement proche. Donc j'ai hâte que tu nous en apprennes un peu plus. Mais avant cela, j'ai envie qu'on fasse connaissance avec la mini Claire plus jeune, celle en pleine quête d'orientation professionnelle. J'ai une première question du coup, c'est quel était le métier que tu voulais faire quand tu étais petite ? J'ai des parents qui sont dans le monde médical, notamment une maman qui est infirmière. Donc forcément, quand j'étais très petite, je voulais être infirmière comme maman. Donc j'avais les sets d'auscultation médicale, tout ça. Puis un jour, je crois qu'elle m'a raconté que je suis allée la voir en disant: maman, en fait, j'ai pas du tout envie d'être infirmière. je dois te l'avouer. Je dois te l'avouer, oui. Et je sais qu'après, j'avais envie d'être archéologue. Ah, génial. Voilà, mais j'ai toujours aimé l'histoire, les vieilles pierres. Donc j'avais des sets de jeux archéologues où tu dois chercher, tu sais, dans le sable. Ah oui, je vois très bien. Et après, tu reconstituais une espèce d'amphore. J'adorais ça. Et puis après, grandissant, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais j'ai très vite su que j'avais envie un jour entreprendre. Voilà. En sachant que je voulais d'abord travailler, mais je savais qu'au fond de moi, un jour, j'aurais eu envie de créer quelque chose. Donc, ce n'était pas forcément un métier, mais voilà, c'était une envie de créer quelque chose. Voilà. Ok, super intéressant. Et ça, tu l'as eu à quel âge quand tu dis assez jeune, tu as eu cette envie ou cette idée qu'un jour tu entreprendrais ? Je pense que je l'ai eu, je dirais à peu près au lycée, je pense. Parce qu'en fait, au lycée, j'ai suivi une formation en économie ES, enfin, pas que ES, voilà, économie sociale. Tout de suite, les professeurs nous ont dit il faut absolument lire. Donc au lycée, arrivée en seconde, paf, je me suis inscrite, abonnée au magazine Capital et au magazine Entreprendre. Ah oui, quand même. Management. Ah ouais. Et donc ça doit faire, je ne sais pas combien d'années que je suis abonnée à ces magazines et que je les lis tous les mois. Non, parce qu'ils sont géniaux, mais au lycée, c'est pas le truc le plus funky que tu as envie de lire, quoi. Mais parce que moi, je les trouve super, mais ouais. Okay. Ah, toi aussi, ouais. J'aime bien. En fait, à l'époque, il y avait aussi Alternative économique, où on s'était abonné. Mais alors, moi, j'ai pas du tout accroché à ça. J'ai accroché à Capital et Management. Et donc, je pense que est-ce que c'est de lire les parcours des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, femmes et hommes, de lire tout ce qu'ils avaient créé, etc.,
cette notion de liberté. Je crois que pour moi, la notion de liberté était déjà très importante, même très jeune. J'ai toujours voulu faire ce que je voulais faire. J'ai jamais trop aimé l'autorité. Et voilà, ça m'a touchée. Est-ce que c'est là que c'est venu, le fait de vouloir entreprendre? J'imagine que ça m'a aidé à avoir cette idée-là. Mais je suis toujours assez impressionnée quand tu vois que ces notions-là, ces envies-là naissent aussi tôt, parce que je trouve que c'est très jeune. Et je ne sais pas si tu connais le podcast qui s'appelle Born to Shine. J'arrête pas d'en parler, mais je le trouve super parce qu'en fait, il met en lumière des jeunes qui, justement, entreprennent. Alors, ça ne veut pas dire forcément dans le business, hein, mais qui ont une initiative, qui ont des convictions, et dès le plus jeune âge, quoi, à 13-14 ans, et je trouve ça super. Et je suis toujours très impressionnée par, je sais pas si on peut parler de maturité, mais en tout cas affirmation de soi à un si jeune âge. Je trouve ça génial. Bon alors, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles études tu as fait et quel parcours tu as mené jusqu'à aujourd'hui ce métier que tu exerces de délégué général? Oui, alors le parcours, donc j'avais dit donc bac ES, sans savoir trop ce que je voulais faire, hein. C'était plus que j'aimais pas du tout les maths, voilà, malgré l'assistance des conseillers d'orientation à me dire: prends maths». Non, 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 je veux pas faire ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait après? Après le bac ES, j'ai fait AES, Administration économique et sociale. Je crois que c'est encore le nom de ce diplôme aujourd'hui. Je suis partie en fac. Voilà, j'avais besoin de liberté. Je me voyais pas du tout faire une prépa en étant, coachée par les profs dans un petit groupe, c'était pas du tout possible pour moi. Je voulais vivre en fait. Je voulais vivre, être libre, et profiter de ma vie étudiante. Donc j'ai fait AES, c'était super, super intéressant. J'ai adoré. Et en fait, c'est là vraiment où je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que j'aimais, cette notion d'économie. Et très vite, j'ai touché à la notion de territoire. Donc je crois que c'était en bac plus 3, donc maintenant ça s'appelle la licence, mais voilà. Ouais. En licence AES, on nous a fait des introductions à différentes spécialités possibles pour les masters qui arrivaient après. Il y avait RH, plein de trucs. Et il y avait notamment un marketing territorial. La notion d'appliquer la démarche marketing, que normalement on applique à un produit ou à un service, de l'appliquer à un territoire, que ce soit une commune, que ce soit une région, que ce soit un pays ou un continent. Et ça c'était la vague qui m'a transportée. Je me suis dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est chouette. Ça y est, j'ai trouvé un truc que je trouve canon. Ouais. J'ai trouvé ça. Et en fait, ils ont fait venir, à l'époque, c'était le directeur des grands comptes de la métropole de Lyon, qu'à l'époque, c'était une communauté urbaine, c'était pas encore une métropole à l'époque. Et ce monsieur est venu pour parler de son métier. Voilà. Et là, j'ai fait, OK, c'est exactement ce que je veux faire. Parce que voilà, ce monsieur travaille avec les entreprises, parce que grand compte, c'était les entreprises. Comment fidéliser les entreprises sur un territoire, comment les aider. Et c'est là où tu disais, c'est très éloigné des entreprises. Le métier de DG dans ton image, en fait, pas du tout. Bien sûr. Parce qu'on peut travailler délégué général d'une structure qui travaille énormément avec les entreprises. Et dans tous les cas, quand tu travailles avec des territoires, les entreprises sont toujours là, en fait. Donc là, je me suis dit, oh là là, c'est tellement chouette. Ils travaillent pour le territoire, ils travaillent avec des entreprises. Ça rejoignait ce que je voyais dans le capital et management depuis toujours. Et je me suis dit, c'est bon, je vais faire du territorial. C'est ça que je veux faire. Ouais, et puis j'imagine que c'est encore plus riche parce que tu as des dimensions quand même un peu sociales, politiques. Enfin, c'est quand super même. riche. Ouais, ça a d'autres dimensions encore plus riches que du marketing en entreprise. J'ai l'impression dans la façon dont tu décris les choses. Alors, je ne veux surtout pas dire que l'un est meilleur que l'autre, hein, pas du tout. Hein, je ne veux surtout pas dire ça parce que c'est tellement complexe. Le marketing produit, le marketing service, c'est extrêmement complexe avec des notions de comportement du consommateur, des choses d'ailleurs très mathématiques et statistiques qui n'étaient pas pour moi du tout. Mais voilà, mais c'est une autre complexité en fait. C'est une autre complexité avec d'autres outils, d'autres techniques marketing, d'autres stratégies, diagnostic de territoire, voilà, d'autres choses. Et moi, en tout cas, personnellement, je crois que j'ai toujours eu besoin de travailler pour quelque chose qui soit plus grand que moi, qui dépasse ma simple vie sur Terre ou mes interactions avec l'humanité. Et je peux être un peu perchée, mais chacun ses croyances. Voilà. Voilà, moi, j'ai toujours eu envie de travailler pour plus. Et donc là, avec la notion de territoire, eh bien, on a cette notion de bien public ou de travailler pour la population, en fait, et pas uniquement pour soi ou sa vie. Exactement. Voilà. Ouais. Et c'est dans ce sens-là où c'est un petit peu différent, je trouve, que de travailler en entreprise, mais il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Non, mais bien sûr, c'était pas un jugement. Et puis d'abord, moi, je fais du marketing. Hein. Ça fait 20 ans que j'en fais du marketing produit, là, pour le coup. Donc, OK. Il n'y avait rien de négatif. Hein, Donc tu connais très bien ça. Ouais, la partie marketing entreprise, ouais. Ouais, tout à fait. Beaucoup moins territorial. Mais alors, comment tu as découvert ce métier et comment tu y es arrivé et voilà. Oui, alors c'est ça va faire le lien avec ta question d'avant qui était après donc j'ai continué ma spécialité en master 1 marketing, parce qu'il y avait marketing territorial dedans. Et master, il y avait un petit peu de marketing territorial dedans. Et master 2, là, complètement 100% marketing territorial, développement économique du territoire. Donc là, j'étais à fond dans l'entonnoir, paf, à l'IAE à Lyon, et c'était génial. Je me suis éclatée.
ah là là, c'était plus les années d'études passaient, plus je faisais ce que j'aimais. Ah, c'est fantastique, quoi. C'est trop bien. Et donc, comment ça s'est passé? C'est que j'ai fait mon stage de fin d'études. Donc, c'était 6 mois. Je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, c'est pareil, avec le mémoire. J'ai fait ça dans une association. J'ai fait ça au comité régional du tourisme de la région Rhône-Alpes. Donc, c'était l'organisme qui, le bras armé de la région pour fidéliser les touristes, faire venir des touristes, voilà, toute cette économie autour du tourisme et aider les acteurs du tourisme dans la région. Donc, c'était une association déjà, mais je n'en savais rien du tout à l'époque. Voilà. Je voyais juste que c'était territorial, c'était trop chouette. En plus, dans le marketing territorial, le marketing des destinations touristiques, Ouais. franchement, quand on travaille là-dedans, c'est le rêve. Hein. Alors là, pour le coup, je te J'aime bien. rejoins. Moi, je crois que c'est le marché sur lequel j'ai le plus aimé travailler, le tourisme. Ah non, mais parce que ça embarque, il y a quand même beaucoup d'expérientiel, d'émotions. Ça nous fait rêver. Enfin, Hein. et puis tu vends des trucs, tu vends à des gens le meilleur moment de leur année, quoi. Enfin, voilà, enfin, il y a beaucoup de dimensions géniales à travailler en tourisme. Pareil que toi, hein. Vraiment, là, j'ai adoré. Ouais. Donc voilà, donc j'avais la chance de faire mon stage de fin d'études là-bas pendant 6 mois. Et voilà, je devais travailler sur la clientèle touristique des jeunes en autonomie de séjour. Voilà, j'ai fait mon stage là-dessus. Ouf. Et c'était super, c'était formidable, c'était trop génial. Et donc pendant tout mon stage, j'ai demandé, je suis allée discuter un peu avec tout le monde, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, il y avait 50 ou 100 personnes, je crois que c'était une belle association. Et je suis allée discuter avec toutes les personnes qui travaillaient là-bas pour leur dire qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie. Quel métier je peux faire dans le territorial. J'adore ce qu'on fait ici, qu'est-ce que je peux faire. Ah génial, tu avais cette démarche-là de te dire, comment voilà, je sais où je veux être et je vais vers les autres pour essayer de comprendre comment je peux l'exercer, quoi. Enfin, quel métier je peux exercer dans cet environnement, quoi. C'est ça, parce que je ne Super. connaissais pas cet environnement en fait. Moi, j'en savais rien du tout. J'avais vraiment aucune idée de ce que je pouvais faire. Et donc, je me souviens très bien qu'il y a des gens, des collègues, donc j'étais stagiaire, mais des collègues qui me disaient ah oui, ah oui, si tu aimes bien faire ça, tu peux travailler dans des trucs, il y a des bidules. C'était pas clair du tout. Tu peux être animateur, animatrice, dans des. Ils ne savaient même pas comment décrire. Non, mais c'était trop drôle. Personne ne savait ce que c'était, en fait, ce métier déjà de délégué général d'association. Incroyable. Il y a des trucs, tu peux être animatrice, tu peux être chargée de mission. Donc, j'étais partie en mode, il y a des trucs super qu'on peut animer, piloter, ça a l'air génial. Je sais pas trop ce que c'est, où c'est, mais ça a l'air génial. Voilà. C'était, c'était pas très clair, c'était très rigolo. Et ça parce que tu penses qu'ils en avaient pas une bonne vision, une bonne maîtrise, ou bien parce que ce n'était pas structuré? Qui fait qu'il y avait pas de bons termes. Tu sais, tu as des secteurs d'activité qui sont un peu, je dis pas naissants, mais par exemple dans le digital en ce moment, les notions de métier, de titre de métier sont très, très floues parce que, il y a encore, les frontières sont pas forcément très bien établies entre les responsabilités des uns et des autres. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que ça, c'était le cas ou bien c'était une moins bonne maîtrise des gens et le Je pense que c'est un peu ce que tu dis, c'est que le territorial, quand même, c'est quand même pas si vieux que ça, hein, les métiers du territorial. Moi, je me souviens que le développeur économique d'une commune, il était, dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, il était à Neuville-sur-Saône, et on en a parlé à l'époque quand je faisais mes études, donc il y a 15-20 ans, on en a parlé comme étant le premier voilà, des managers de centre-ville, en fait. Donc, c'est pas si vieux que ça. ouais, Si tu prends d'accord. 15-20 ans pour des métiers C'est structurés, très, il y en a très qui font ça récent. depuis plus longtemps. Ils le font, mais c'était pas si structuré que ça. Donc, je pense que ce sont des métiers qui ont trentaine d'années, pas plus. À mon avis, c'est assez récent quand même. Ça s'est structuré. Et oui, je pense que c'est une méconnaissance, en fait, de métiers qui sont pas très connus. Mais voilà, je pense que c'est ça. Et le métier de délégué général, enfin, tu disais au départ que tu le connaissais pas, mais c'est normal. C'est normal. Il y a vraiment très peu de personnes qui le connaissent, sauf à être dedans ou avoir quelqu'un qui est déjà dedans. On ne sait pas du tout ce que c'est. Hein. Donc, oui. Et du coup, c'est le but de l'épisode, quoi. Et c'est le but de ton épisode. Donc. Et alors du coup, donc une fois que tu as réussi, quand on a discuté avec, donc pendant ce stage avec toutes les personnes, donc tu as identifié, cette mission, on va dire, parce que j'ai l'impression qu'il y avait pas totalement un titre associé. Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, il y avait un plan de carrière pour arriver à ce métier? Il y avait des études à reprendre? Enfin, comment ça s'est passé après? Pas du tout. Oh là là, pur hasard. D'ailleurs, toutes les personnes que je rencontre qui sont DG, à qui je demande comment t'es arrivé là. Donc, tout le monde, c'est un peu par hasard. Donc, voilà. Moi, c'est pareil. En fait, c'est que voilà, j'avais cette idée qu'on pouvait être animateur de trucs sympas. Et en fait, à la fin de mon stage de fin d'études, j'ai eu la très grande, énorme chance que deux délégués généraux d'associations en lien et qui travaillaient avec le fameux CRT partaient en congé maternité en même temps. Et donc, forcément, elle cherchait une personne pour les remplacer pendant un peu moins d'1 an, le temps du congé mat. Et moi, j'étais là, je terminais mon stage. Wouhou. Donc, j'ai eu une chance incroyable de pouvoir postuler aux deux.
Et j'ai été prise, voilà, j'ai été prise sur les 2, donc j'ai beaucoup de chance. Mais en tout cas, j'ai pris donc un poste, j'ai remplacé une personne que je connais encore aujourd'hui et que j'aime beaucoup. Donc j'ai remplacé une personne qui s'appelait à l'époque chargée de mission d'un réseau TISTRA, bon, tourisme industriel, scientifique et technique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'était, voilà, ouais, c'était une filière d'activité financée par la région. Ce fameux truc bidule, c'était une filière d'activité. En fait, voilà, déjà, la notion d'entreprise et de professionnel était déjà dedans. Et donc, voilà, Stéphanie partait en congé mat et donc j'ai eu son poste. Et pendant un peu moins d'un an, enfin, ça a duré presque un an, j'ai pris le poste en fait, c'était déléguée générale d'une association régionale, mais elle s'appelait chargée de mission. Ok. Parce qu'en fait, il y a un truc avec ce métier, c'est qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui, et c'était encore plus le cas il y a 15 ans, il y en a beaucoup qui ne s'appellent pas délégué général, mais qui s'appellent animateur, chargé de mission, coordonnateur. Ouais, donc C'est terrible, en c'est fait. bien pour ça que les personnes avec qui tu parlais n'arrivaient pas à le qualifier, quoi. Exactement, parce qu'en fait, il y a une méconnaissance dans des gouvernances, dans les associations, et il y a une méconnaissance des personnes même qui font ce métier. Et moi aussi, donc là, voilà comment j'ai commencé. Donc j'ai pris le poste qu'elle avait, c'est-à-dire chargée de mission, mais c'était pas chargé, c'était vraiment être directrice d'une organisation, hein. Il y avait une salariée, il y avait une cinquantaine d'adhérents, des subventions de la région Rhône-Alpes, des investissements, il y avait plein de choses. C'était magnifique tout ce qui était fait comme Tu as été impact. bombardée, super jeune du coup, à un poste quand même à responsabilité quand même, hein, parce qu'il y a quand même doit y avoir une petite pression, hein? Ah bah, alors moi, je m'éclatais tellement, j'avais aucune pression. Puis quand on est peut-être jeune, je pense qu'on a peut-être un peu moins de barrières, je sais pas. On est plus inconscient, quoi. Oui, c'est possible. Donc moi, j'ai pris ce poste-là, tellement, tellement heureuse. J'avais fait un stage de rêve, j'avais fait mes études de rêve. Enfin, j'étais un Tu petit étais peu dans là le où tu nuage. devais être, quoi. Tu étais, ouais, c'est Bah, sans super, quoi. doute. Ouais, ouais. Je me laissais un peu porter, donc j'ai pris ce poste-là. Et là, en fait, c'est là où j'ai su que je voulais faire ce métier-là. C'est que on avait des conseils d'administration, parce que dans une association, il y a conseil d'administration, il y a bureau, il y a assemblée générale, voilà. J'animais donc un conseil d'administration. Et en fait, j'ai eu un fou rire. Et en fait, à chaque conseil d'administration, j'avais des fous rires avec les administrateurs. Parce qu'on pouvait être sérieux, faire des choses très sérieuses avec des impacts, sans se prendre au sérieux. Et ils me faisaient rire, en fait. Ils étaient tellement drôles, ces gens. On rencontre des gens tellement formidables dans les associations, en fait. Il y a des qualités humaines, quand même, dans les gens qui ont envie de s'investir, d'être bénévoles, de travailler pour quelque chose de plus grand qu'eux aussi, pas uniquement leur structure, ou leur personnalité, ou leur Ou vie, leur carrière ou quoi que ce ou soit, leur ouais. carrière, exactement. Et donc, bah, forcément, puis moi, je ris beaucoup, je suis très bon public. J'ai un petit côté voilà, où j'adore rire. J'ai besoin de ça. Je peux jamais être trop sérieuse. En fait, je peux être très sérieuse, mais sans me prendre au sérieux. Je sais pas faire ça. Ouais, ouais. Et donc, bah, forcément, fou rire sur fou rire. Je me suis dit, mais ah là, c'est bon, je peux avoir des fous rires en conseil d'administration. C'est le métier de ma vie. Je ne le quitterai jamais. C'est marrant ce genre de critères effectivement qui peuvent être prégnants, quoi. OK, et alors est-ce que tu peux, du coup nous décrire un peu, ton métier? Alors c'est très large, hein, donc notamment peut-être, tu peux nous décrire les principales missions, qu'on essaie déjà un peu de commencer, à avoir une vision globale. Qu'est-ce qu'on fait quand on est délégué général, quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est délégué général? Ben, en fait, quand on est délégué général, on pilote une organisation non-profit, donc non lucrative. Alors, ça peut être une association, parce que c'est la très, très grande majorité des organisations à but non lucratif, mais ça peut être aussi une fondation, un fonds de dotation. Ça peut être un autre statut juridique. Donc, on va prendre le ou la déléguée générale d'une association, ce qui est mon cas. Donc, quand on est délégué général d'association, mais en fait, on a la délégation de la gouvernance. La gouvernance étant le ou la présidente avec le bureau et le conseil d'administration pour diriger, piloter, pérenniser la structure. Donc, c'est un peu comme directeur général dans une entreprise, dans le monde lucratif, mais dans le monde du non lucratif, c'est délégué général. Et j'en ai fait un de mes plaidoyers, hein, ce métier de délégué général, c'est une passion chez moi. Depuis très vite, très jeune, j'ai compris qu'il y avait un truc, qu'il fallait se battre pour pouvoir dire qu'on occupe ce métier et pour pouvoir le montrer et faire prendre conscience aux gens qui l'exercent aussi. Et là, je me suis vraiment toujours battue pour le faire connaître et reconnaître. Et pourquoi? Parce que j'aime beaucoup le fait de ne pas avoir le même terme que dans une entreprise. Parce que dans une association, on n'est pas dans le lucratif, on ne peut pas s'enrichir personnellement. Et ça, je trouve que ça change tout. Et là encore, il n'y a aucun jugement de valeur, hein. Je ne dis pas que le non lucratif est meilleur que le lucratif, pas du tout. J'adore les entreprises, j'en suis passionnée depuis toujours. Voilà. Mais simplement, délégué général, je trouve qu'il y a cette notion de délégation d'une gouvernance. Et en fait, une association, elle appartient à ses membres.
Ouais, c'est intéressant, justement, c'était une de mes questions, c'était pourquoi il y avait ce terme, qui était très différent de la direction générale et en quoi c'était important de les distinguer. Donc tu as déjà répondu à ma question, c'est super. Alors justement, peut-être que ça peut être intéressant qu'on fasse un parallèle vraiment dans les missions entre direction générale qu'on connaît un peu plus, parce qu'on a tous plus ou moins, en tout cas si on a été salarié ou même entrepreneur d'ailleurs, on sait à peu près quels sont les champs les périmètres, tu vois, d'intervention d'une direction générale. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les similitudes et à l'inverse, les différences de périmètre d'action? Ouais, génial. Alors dans les similitudes, je dirais qu'il y a alors quand on a la chance d'avoir une équipe salariée, par exemple, une équipe salariée de l'association, hein, voilà, ce qu'on appelle l'équipe permanente. Donc là, le management direct, hiérarchique, le management de son équipe salariée, ça va être la même chose que dans une entreprise, hein. Donc quand on est délégué général et qu'on a la chance d'avoir une équipe salariée, on a les mêmes problématiques ou challenge ou défis de gestion des ressources humaines que dans une entreprise. On va avoir aussi l'aspect de finance, de comptabilité, de gestion prévisionnelle, de budget prévisionnel. Voilà, il faut que la structure soit pérenne, il faut que la structure, ça ne sera pas gagne de l'argent, mais collecte de l'argent. Voilà. Et la petite chose encore qui est différente là-dedans, quand même, c'est difficile de faire que qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui n'est pas pareil, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont pareilles avec des petites choses différentes. Euh, si on prend cet aspect de pérennité financière et modèle économique, hein, tout simplement, ce qui est important, c'est que dans une association, il faut financer un impact, qu'il soit social, économique, humanitaire, Environnemental. environnemental, historique, voilà. Quel que soit l'impact, il faut que l'on finance cet impact. Donc il faut avoir une organisation qui soit pérenne, c'est-à-dire qui gagne de l'argent, qui récolte plus d'argent qu'elle n'en dépense, sinon on n'est pas pérenne. Mais il faut en plus que ça, là-dedans, ça finance un impact auprès des bénéficiaires. On sait déjà à quel point c'est difficile d'avoir une entreprise qui soit à flot, hein, qui recrute. On sait que voilà, recruter du personnel en France, ça coûte cher. Et ça coûte cher parce que derrière, on a un super système de solidarité. Hein, il ne faut pas l'oublier, il faut voir pourquoi ça coûte cher. Mais les faits, c'est que ça coûte cher. Donc, déjà, quand une entreprise, quand elle recrute et qu'elle arrive à être pérenne et à payer ses salariés et à payer ses fournisseurs et voilà, elle est contente, dans les organisations à but non lucratif, on a cette problématique-là. Mais en plus, il faut que notre modèle économique finance l'impact. Et ça, c'est très difficile. Et dans la partie finance, je me dis aussi qu'il y a probablement une part qui est différente, qui est de la recherche de subventions, parce que très souvent, il y a quand même une part importante de subventions, ce qui pourrait être le pendant dans une direction générale classique, de l'actionnariat ou de l'investissement bancaire, quoi. Enfin, du financement bancaire, pardon. Est-ce que ça, c'est similaire? Est-ce que c'est différent? Et je pense que ça amène des aptitudes un petit peu différentes quand même. Oui, alors c'est vrai que cette notion de modèle économique et de recherche de fonds, parce qu'en fait, nous, on va parler de recherche de fonds, de collecte de fonds, c'est le cœur du sujet pour tous les DG et toutes les personnes qui ont créé une association ou qui veulent la pilote. Euh, En fait, effectivement, on va avoir différentes façons d'aller chercher de l'argent. On peut avoir un tout petit peu de vente, comme ce serait dans le cas dans une entreprise, mais chez une association, c'est un tout petit peu, il faut que ça reste accessoire. Voilà. On va surtout avoir de la recherche de fonds privés, donc on peut auprès d'entreprises, on peut avoir de la recherche de fonds auprès de mécènes, donc avec la notion de défiscalisation, donc être dans la branche du mécénat. On peut avoir de la recherche de dons, plutôt des particuliers qui vont donner petit à petit. On va avoir des adhésions qui vont amener un petit peu d'argent. On va avoir aussi, on va répondre à beaucoup d'appels à projets, de fondations, de familles, de fondations d'entreprises. On va avoir des appels à projets aussi qui viennent de l'État, qui vont venir de l'Europe, on va avoir des subventions de communes, de régions. Donc c'est un micmac, c'est un espèce de sandwich de millefeuilles de collecte de fonds. La collecte de fonds, c'est des millefeuilles, voilà. Il faut les taper un peu partout en fait. Et ça c'est extrêmement compliqué. Et est-ce que c'est la même logique que dans une entreprise où on dit souvent, il vaut mieux avoir, une trentaine de clients qui ne représentent pas plus de 5 chacun parce que sinon tu te mets en danger si tu es un gros client? Est-ce que c'est un peu la même logique avec des bases saines de financement en se disant que tu n'es pas dépendant d'un seul mécène ou d'une seule subvention avec, un énorme risque que d'un coup ça soit coupé? Est-ce que j'imagine que c'est les mêmes logiques? Mais carrément. Ouais. Mais carrément, tu as complètement raison. C'est exactement ça. C'est ce qu'on dit quand on dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir plusieurs mécènes, plusieurs bailleurs de fonds, plusieurs financeurs, selon les termes que l'on emploie dans son association. Et il faut en avoir plusieurs parce que souvent, ça s'arrête. On n'est pas sûr. Quand on a un appel à projet une année par une fondation, on n'est pas du tout sûr de l'avoir l'année d'après. Et c'est normal aussi, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Les subventions, on sait que ça réduit comme peau de chagrin. Moi, aujourd'hui, dans ce que je fais aujourd'hui, j'anime un réseau aussi de DG
et de personnes et d'assopreneurs, des gens qui ont entrepris en association. Et On va en parler après, effectivement. oui, Ouais. et ben en fait, justement, on est tous pareils là-dessus. Moi, je vois bien, les subventions, elles disparaissent. Donc, à chaque fois, moi, j'ai toujours dit, même à mes collègues DG, il faut pas en fait vivre des subventions. Ça doit être plutôt accessoire. Donc, l'idéal, c'est d'aller faire en sorte que son fonctionnement et les actions prioritaires soient payées par d'autres types de financement, et que les subventions, c'est un peu la cerise sur le gâteau de projets qui peuvent, si jamais la subvention s'arrête, on arrête le projet. De toute façon, aujourd'hui, tous les financements, ils sont par projet. Et c'est ça aussi qui fait une difficulté, c'est qu'il y a 15-20 ans, on pouvait encore se financer sur du fonctionnement. Je me souviens, il y avait des lignes investissement et lignes fonctionnement dans les subventions. Donc c'était assez sympa quand même, parce qu'on finançait en fait un fonctionnement, on mettait un panel d'actions, on mettait un petit peu une boîte à actions, et la structure finançait à peu près tout. Puis s'il y avait un truc qui ne se faisait pas, c'était pas trop grave, parce que c'était plutôt sympa. Et on arrivait à bouger un peu les lignes, on faisait autre chose. Mais là, aujourd'hui, tous les financements publics, ils sont par projet. Tous les financements d'appel à projet, de fondations, tous les financeurs, ils fonctionnent par projet. Et ce qui fait que c'est extrêmement compliqué, en fait. La recherche de fonds, c'est une complexité phénoménale. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a c'est devenu un métier. C'est le métier de fundraiser, donc chercheur de fonds, chercheur de fonds privés. Avec des formations, c'est un métier hyper structuré, ce sont plein de gens qui sont mis en freelance là-dessus, qui en ont créé leur entreprise et tout ça, parce que c'est une complexité phénoménale. Et on ne parle même pas là des fonds au niveau de l'Europe. Ça me fait penser à toutes ces personnes aussi qui accompagnent aussi ce qu'on appelle les leveurs de fonds dans les startups. C'est un peu les mêmes mécaniques, et c'est pas du tout le même public, hein, évidemment, mais bien qu'il doit y en avoir en commun, hein, je pense, hein, dans les mécènes, il y a forcément les investisseurs privés, quoi. Ok, c'est super intéressant. Alors dans l'émission, évidemment, j'imagine que j'essaie de faire des parallèles moi avec la direction générale, mais bon, j'imagine que tu as toutes les fonctions de communication, de marketing qui sont essentielles parce qu'il faut te faire connaître du grand public comme des institutions. Euh, Est-ce qu'il y a commercial, par exemple? Et c'est quoi l'équivalent, quoi? Enfin, c'est... Oui, super question. C'est une question que. Alors, il y avait plusieurs questions en une, mais oui, la notion de commercial, elle est hyper importante. Mais comme on l'a dit, dans une association, on ne vend pas. Ou alors, quand on vend, c'est un tout petit peu, il faut que ça reste accessoire. Voilà. Donc, on n'a pas tellement de commerciaux pour vendre. C'est plutôt être une petite boutique où on va pouvoir acheter un sac à dos, une gourde isotherme, à l'époque des masques, là, logoté à nom de l'assaut, parce qu'on a envie de porter la cause et porter Ouais, le c'est message. plus de l'engagement que vraiment du C'est de financement, l'engagement. quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est plutôt de la boutique d'engagement. Et, mais en revanche, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de développer le nombre de financeurs. En fait, on a besoin d'aller chercher des appels à projets. Il y a beaucoup de fondations, il y en a à peu près 50 qui ne fonctionnent pas par appel à projet. Merci à elles, j'ai envie de dire, et qui fonctionnent au fil de l'eau, en fait. Et ça, c'est génial, parce que le marché, je me dis le marché, mais c'est pas forcément le marché des appels à projets, mais c'est un enfer. C'est un enfer. Voilà, c'est extrêmement difficile. S'il y a un message à faire passer aujourd'hui pour le métier de DG, c'est s'il vous plaît, vous qui financez, vous qui amenez de l'argent, parce que c'est le cœur voilà, c'est ce qui fait marcher tout ça. C'est vous qui avez de l'argent à donner pour des impacts, mais simplifiez-nous tout ce processus. Mais simplifiez les appels à projets. Et parfois, pour gagner 500 €, tu dois passer 3 jours à faire un dossier. Et il y a un moment où on se marche sur la tête, en fait. C'est une complexité. Mais on ne s'en sort pas. C'est horrible. Ouais, et le ratio temps finalement et retour est compliqué quand même, hein. Il n'y est pas toujours. Et quand on va faire des appels à projets pour 50 000, 20 000, 10 000, même 5 000, 3 000, on est déjà sur des très très belles sommes pour des assos. Mais en fait, c'est toujours d'une complexité, c'est beaucoup trop difficile. Entre DG, enfin, pour en connaître beaucoup, chaque fois on en parle, on se demande est-ce que les financeurs et les bailleurs ne font pas ça exprès pour nous dégoûter de candidater? Non, mais c'est à ce Ouais, point-là. si, Donc je... là, ouais. je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais là, parce que tu me donnes, j'ai la chance d'avoir ton micro, je te remercie Julie, mais c'est trop compliqué, voilà, c'est trop difficile. Et donc oui, alors le commercial, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est de développer le nombre d'adhérents, c'est d'aller chercher de nouveaux bénévoles, c'est d'aller lever de nouveaux fonds ailleurs. Donc oui, ça va être ça la notion de commercial. Ok. Ouais, donc Et en fait, ça a obligé les salariés des associations parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a quand tu as la chance d'avoir une équipe permanente, salariée, en général, hein, on va prendre une petite équipe de 5 personnes, qui est à peu près le plus commun. Tu as un DG, il va avoir un responsable communication, voilà. Il va y avoir souvent un ou une office manager, qui est un assistant de direction plus gérer le bureau, les stocks, tout ça. Et puis on va avoir des chefs de projet ou chargés de mission,
pour gérer les actions, parce qu'on n'est que sur des actions. Une association, elle doit agir pour mener son impact. Et bien en fait, parfois, les chargés de mission ont dû, avec le temps, devoir devenir un peu commerciaux ou développeurs. Ouais, ok. Dans le sens développer, aller chercher des fonds, aller trouver de nouveaux membres, aller trouver des sponsors. Quand on doit trouver des sponsors, c'est-à-dire des entreprises qui vont donner des sous en contrepartie de quelque chose. D'une visibilité, par exemple. Voilà, ouais, souvent. Là, là, c'est vrai que c'est un boulot de commercial, il faut aller chercher, il faut aller vendre un partenariat, il faut aller chercher un partenariat. Et ça, il y a eu beaucoup de personnes pour qui ça a été de la souffrance, parce qu'ils n'étaient pas venus là pour ça. Et donc, c'est comment on accompagne son équipe salariée aussi à aller avoir un peu ces notions de commercial, mais dans le monde lucratif. Donc, c'est plutôt du développeur. Ça n'a pas été simple pour tout le monde. Non, bah ça, je veux bien croire, parce qu'effectivement, dans ce que tu disais au préalable, j'ai l'impression que tu es plus dans un profil de gestionnaire et d'animation d'équipe et de manager que de commercial. Et c'est pas toujours les mêmes profils quand même. Oui, parce que les chargés de mission, en fait, ce sont des gens qui vont gérer des projets. Ouais, donc, c'est de la gestion de projet. Voilà, exactement. Et donc, quand tu fais de la gestion de projet sur des thématiques parfois très complexes, souvent tu es spécialiste RH, spécialiste environnement, spécialiste quelque chose, quand on te demande de devenir un peu développeur, c'est pas du tout pareil. Ouais. Non, pas du tout les mêmes leviers, même de personnalité, quoi. Et alors, en termes de mission, est-ce qu'on en a oublié dans les missions de délégué général ? Ah oui. La liste est longue. La liste est longue. En fait, dans les missions, il va y avoir 4 principales missions. Il y a, si tu veux qu'on les résume à limite en 4 blocs, il va y avoir les missions de pilotage de la direction générale de l'organisation, voilà, et pilotage des soutiens, pilotage, animation de la gouvernance. Donc attention, c'est très important, dans une association, il y a toujours cette gouvernance, c'est-à-dire le conseil d'administration ou le bureau ou l'organe de décision qui a été élu par les autres pour piloter. Voilà. Et on travaille toujours en tant que DG avec cette gouvernance-là. Donc voilà, c'est pilotage, direction générale et pilotage, animation de la gouvernance. On va avoir cette notion de prospection, de vision stratégique, qui est très importante, et de définition d'un modèle économique, avec aussi l'aspect donc finance, comptabilité, finance, prévision, etc. Voilà. On va avoir un 3e bloc qui va être la gestion de projet, comment on réalise effectivement son action, parce que c'est très important. Et avec aussi la notion de content manager. Tu sais, on crée beaucoup de contenu dans les associations. Et souvent, moi, il y a un métier que je trouve qui est en train d'exploser, c'est le métier de gestionnaire de contenu. C'est pour nous aider quand on crée tous ces contenus, qu'est-ce qu'on peut en refaire ? Un content manager, on lui donne un contenu, il doit en faire 10 autres contenus. Du snack content. Parce que tout ça va avoir un impact. Et d'ailleurs, c'est très, pour les podcasteurs, c'est aussi un métier Exactement. qui serait génial. Voilà, donc il y a ça. Et puis, dernière grande branche, on va dire, du DG, ça va être tout ce qui est animation de la communauté et animation de la vie associative aussi, tout ce qui est communication, mais pas que communication. Et il va y avoir, ne pas oublier d'animer cette communauté. Voilà, super connecteur, en fait. Voilà, animateur de la communauté et construction du relationnel structuré, c'est-à-dire tout ce qui est influence, tout ce qui est institutionnel, relationnel de haut niveau, en fait, complexe. Alors c'est ce que j'allais te demander, est-ce que ça demande justement de pouvoir particulièrement réseauter au niveau local, régional, dans des dimensions un petit peu, je ne sais pas si c'est le bon terme, politique, mais pour quand même être connecté quand même avec les bonnes personnes qui peuvent être demain des pourvoyeurs de subventions ou je ne sais quoi. Oui, c'est le cas. En fait, c'est un métier où on est on va avoir beaucoup de contacts avec le monde politique ou le monde, moi préfère dire institutionnel, les partenaires institutionnels. Quand on est dans une association, quelle que soit notre cause, quel que soit notre impact et donc nos bénéficiaires, à un moment ou à un autre, on est lié à un territoire. Et donc, on va travailler, on ne travaille jamais tout seul dans une association, parce que c'est le principe même d'une asso, c'est que plusieurs personnes viennent, se disent, on va soutenir cette cause, on va aider des gens, ou des personnes morales ou physiques. Et en fait, on ne peut pas le faire seul, donc généralement, on le fait avec plein de partenaires, et là-dedans, il y a forcément le territoire. Et quand je dis le territoire, c'est le pouvoir décentralisé de l'État. Donc, en France, il y a l'État, et comme pouvoir, et il y a l'administration territoriale, les communes, les EPCI, et on remonte le maillon administratif français. Donc, voilà. Donc en fait, on ne peut pas ne pas travailler avec l'État et les territoires. Ok.
Ce qui enrichit vachement, moi je trouve, la fonction aussi, parce que je trouve que c'est des dimensions qui te permettent aussi de prendre du recul par rapport à j'allais dire ton entreprise, mais ton association et le territoire dans lequel tu exerces. Et alors j'ai une petite question justement, tout à l'heure tu parlais de communication. Bon, j'imagine que même une association, et c'est bien ce qui m'intéresse énormément, c'est que même une association doit définir son territoire de marque, comprendre sa mission pour pouvoir se différencier et potentiellement se différencier. Est-ce qu'on peut parler de concurrence dans les associations? Tu vois, si par exemple tu es sur le même sujet, donc potentiellement un donateur va devoir choisir entre une association ou une autre, par exemple, est-ce que vous avez ces mêmes réflexes qu'on peut avoir en entreprise, de se dire ok, mais nous on va se positionner et s'angler différemment pour se différencier et apporter autre chose? Est-ce que c'est des notions aussi qui existent? Parce que je trouve que ça donne tout son sens au marketing là. Complètement, tu poses vraiment on voit que tu poses vraiment les bonnes questions, Julie, et tu mets vraiment le doigt sur les petites choses qui peuvent être un peu plus difficiles. Donc, oui, carrément. Alors, cette notion de concurrence, elle est complètement taboue dans le monde de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, et notamment le monde des associations. Mais en fait, elle existe. Et elle existe et elle peut faire très, très mal. Alors, voilà, ça va pas faire plaisir à tout le monde d'entendre ça, mais c'est la vérité. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Et je trouve que le monde de l'économie sociale et solidaire n'est pas si ouvert que ça, malheureusement. Il y a des gens formidables, il y a vraiment des gens incroyables. Mais parfois, il y a des gens un tout petit peu moins ouverts. Et en fait, c'est une question de personne. La concurrence, elle va être là si le ou la présidente ou le ou la DG se sent en position de concurrence et décide d'avoir des relations avec les autres dans un esprit de concurrence, ce qui est vraiment dommage parce que c'est pas tout le monde, hein. C'est peut-être un tout petit pourcentage, mais quand on est confronté à ça, et moi ça a été mon cas, ça fait super mal. Donc oui, je pense qu'elle existe et le mieux en fait, quand on est devant un financeur et qu'on sait qu'on est par exemple deux structures à pouvoir répondre à cet appel à projet, le mieux c'est de le faire ensemble. Voilà. Donc après, il faut prendre le téléphone, il faut faire c'est la notion de créer des partenariats et du relationnel aussi autour de toi structuré, ça en fait partie. Donc il vaut mieux répondre ensemble. Mais oui, si jamais le ou la DG ou le ou la présidente se met dans cette posture de concurrence et veut faire la guerre à une autre asso, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé. Et encore une fois, c'est une histoire de personne et pas d'organisation. Hein, une fois que les personnes s'en vont, ça va beaucoup mieux. Et en fait, ça peut faire très très mal. Donc moi, j'en ai été confrontée. Pendant plus de 5 ans, il y a une structure qui s'est créée avec des fonds de la région, qui à l'époque s'est positionnée comme concurrente de la structure que je gérais, où nous, on était issus du terrain et où moi, en gros, avec des bouts de ficelle, j'arrivais à faire des trucs de fou, alors qu'en face, il y avait 200 000 euros de la région qui tombaient et ça ne faisait rien. Mais cette personne qui dirigeait ça s'était positionnée en concurrent de nous et voulait absolument nous faire mourir. Je ne peux pas le dire autrement et m'attaquer moi personnellement parce que forcément, la DG, on est la vitrine en fait. Ouais, bien sûr. On est l'emblème, on est le point commun, on est la locomotive, on est aussi la personne qui pousse derrière, qui tire devant. Et puis on prend les coups en fait, on est la barrière. Et donc je me suis pris des attaques personnelles qui ont entraîné presque un burn-out et une dépression et du harcèlement. C'était du harcèlement moral. Et puis je me suis pris des attaques après plus professionnelles au niveau de la structure. Donc ça existe. Ça existe et ça fait super mal parce que moi, au début, un peu naïf que j'étais, je me disais, mais c'est pas possible. Je suis dans le monde du non lucratif, on est dans le monde du bénévolat, du don. Pour moi, tout le monde était gentil. Eh ben non. Ouais. Ça peut arriver, effectivement. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant inspiré que moi. N'oubliez pas qu'il y a une seconde partie dans laquelle Claire nous décrira le tissu associatif et surtout les techniques managériales nécessaires et les difficultés rencontrées également. Si vous voulez être sûr de ne pas le manquer, le plus simple, c'est de vous abonner. Vous recevrez du coup une alerte de la diffusion de la partie 2. Pour rentrer en contact avec Claire, rien de plus simple, rendez-vous sur son site www.assopreneur.org. Et si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité à ce super métier, n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast et puis surtout, faites du bruit. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, parlez-en à votre tante journaliste, bref, aidez-nous à faire voyager le podcast. Je vous remercie et puis je vous dis à dimanche prochain pour la seconde partie de l'épisode avec Claire. Très très bonne semaine à tous.